Bonjour à tous. Je tiens à remercier la Société française de la mucoviscidose d'avoir proposé que nous parlions de l'atteinte sinusienne de la mucoviscidose. Nous allons avoir des brillants orateurs qui vont nous parler de mucoviscidose aussi bien au niveau chirurgical que pour les greffes pulmonaires, mais je vais commencer par vous présenter l'atteinte sinusienne de la mucoviscidose. L'atteinte sinusienne de la mucoviscidose s'approche totalement de la même manière que celle de l'atteinte bronchique, c'est-à-dire que c'est la déshydratation du liquide de surface qui empêche le drainage mucociliaire. La résultante en est que l'atteinte de la bronche est la même que celle du nez, et du coup, le résultat, comparativement à un scanner 5 que vous voyez à gauche, un comblement des cavités sinusiennes se fait avec un mucus déshydraté qui est finalement la source d'infection. La symptomatologie de la rhinosinusite dans la mucoviscidose est souvent dominée par une atteinte, un dysfonctionnement nasal chronique à type d'obstruction, mais ce qui est à remarquer, c'est que peu de patients s'en plaignent si on ne pose pas les questions. Donc, il faut rechercher l'obstruction nasale. Elle peut être très gênante pour la respiration, mais également pour le sommeil. Le deuxième symptôme important, c'est la rhinorrhée, mais la particularité de la rhinorrhée dans la mucoviscidose, c'est que comme le mucus est déshydraté, il ne s'exprimera pas tellement au moussage puisque le mucus est complètement déshydraté. Donc, dans la symptomatologie de la rhinosinusite, on peut aussi avoir des troubles de l'odorat qui sont liés à la présence de bactéries et d'inflammations qui peuvent altérer l'olfaction. Alors, on peut utiliser des tests pour les adultes type sniffing sticks, mais pour les enfants, on peut même utiliser le loto des odeurs qui est très facile à repérer et à utiliser. Et on peut également retrouver des céphalées et des douleurs faciales qui peuvent être exprimées aussi bien au niveau frontal que temporal ou carrément au vertex. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a qu'à peu près 10 à 15% des patients qui ont la mucoviscidose qui expriment spontanément leurs symptômes rhinosinusiens. Pourquoi? Parce que ça existe depuis qu'ils sont petits et ça fait partie de leur quotidien. L'examen clé, c'est l'endoscopie nasale. L'endoscopie nasale doit être faite d'avant en arrière. Ce que vous voyez là, ici à droite, c'est le cornet inférieur, puis derrière, le cornet moyen, qui est ici, qui est la zone de drainage du maxillaire et de l'hémonie antérieure qui est au-dessus. Et il doit être fait avec un nasofibroscope, bien sûr. Et là, je vous montre quelque chose de tout à fait normal. C'est un sinus avec son drainage naturel, bien visible sur cette image. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder surtout en endoscopie? C'est cette région de drainage qui est en fait cette région-là où on va pouvoir récupérer des sécrétions quand on veut rechercher une infection bactérienne. La nasofibroscopie n'est pas un examen douloureux, d'autant qu'il existe des nasofibroscopes pédiatriques de petit diamètre, de 2,5 mm. Il est faisable chez l'enfant et je montre toujours cette photo pour montrer que le mieux, c'est de montrer son nez à l'enfant, puisque du coup, ça devient un jeu à regarder les crottes de nez ensemble pour voir ce qu'on y voit. Donc, ce n'est pas un examen traumatisant. Il arrive même dans les obstructions majeures d'adultes, de fosses nasales, qu'on puisse utiliser des nasofibroscopes pédiatriques. L'endoscopie nasale de patients atteints de mucoviscidose peut prendre plusieurs formes. On peut observer un bombement de l'inciforme, c'est-à-dire la paroi qui ferme le maxillaire, avec un cornet moyen qui, lui, reste totalement normal. On peut avoir des aspects polypoïdes, où là, en fait, c'est l'inciforme qui est repoussé, avec un aspect polypoïde à côté, et le cornet moyen qui est ici. Ou des aspects comme une polypose classique en dehors de la mucoviscidose, avec des polypes bien visibles. Enfin, on peut aussi avoir, des aspects, je reviens en arrière, voilà, des aspects de sécrétion
qui ont l'air comme d'un patient lambda, mais la caractéristique, c'est que les sécrétions sont beaucoup plus déshydratées, avec un aspect un peu polypoïde du cornet moyen. Le scanner du massif facial est généralement fait chez le préado à 8-10 ans et il peut déjà révéler des rétentions dans les cavités sinusiennes. On voit ici le bombement de l'ethmoïde antérieur qui est caractéristique de la maladie et on peut voir ici des pseudomucocèles, c'est-à-dire des espèces de rétentions sur le cornet moyen qui obturent le drainage du sinus. On peut aussi avoir des mucocèles qui peuvent s'ouvrir vers l'orbite ou même vers la base du crâne. Cela est possible à tout âge. Enfin, ce scanner que je vous présente là vous montre l'aspect le plus caractéristique des petits enfants. Cet enfant-là a 2 ans, avec un moment, une grande rétention dans les maxillaires depuis qu'il est tout petit. L'intérêt des prélèvements bactériologiques, c'est de connaître le portage bactérien des patients atteints de mucoviscidose. Il est capital de le réaliser aux 2 méas moyens, c'est-à-dire à la sortie des 2 maxillaires. Pourquoi? Parce que le portage bactérien peut être différent, que ce soit à droite ou à gauche. Et même si on trouve le même germe, on peut même avoir des antibiogrammes différents avec des réponses aux antibiotiques différents. Donc, il doit être systématiquement fait des 2 côtés. Il peut être fait avec un fibroscope ou avec un endoscope rigide. Il est rarement facile de faire remonter des sécrétions dans des aspirations vu qu'elles sont desséchées. Donc, on utilise principalement des cotons qui sont mis dans un tube liquide qui récupère un maximum de bactéries. Tout ça dans l'objectif d'avoir ensuite une discussion avec les pneumologues sur leurs examens des crachats pour discuter de la meilleure antibiothérapie à réaliser. On repère également qu'il y a une concordance des bactéries dans les sinus des patients, comparativement entre le poumon et le nez. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir que dès l'âge de 8 ans, on peut avoir un portage bactérien beaucoup plus concordant pour le Staph aureus ou pour le Pseudomonas, qui est encore plus dangereux que le Staph aureus. La même chose repérée par l'équipe allemande, Jochen Mainz, qui avait relevé une concordance des bactéries plus l'âge augmente. Ce qui implique d'aller rechercher ces bactéries dès le plus jeune âge. Moi, je dirais dès 3-4 ans et avant si nécessaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse activement au sinus? C'est parce que c'est le premier site réservoir de bactéries des voies aériennes supérieures. N'oublions pas que le nez, c'est le filtre du poumon, donc il réchauffe, il humidifie l'air et il va essayer de trapper tout ce qui est pathogène pour le détruire. Seulement dans la mucoviscidose, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un premier site de colonisation pour le Pseudomonas aeruginosa qui peut ensuite passer dans les voies aériennes inférieures. Enfin, dans la greffe pulmonaire, il est également aussi important chez les patients atteints de mucoviscidose d'aller rechercher les bactéries parce qu'avec l'immunosuppression, parfois les polyposes flambent et la greffe n'atteint pas les parois sinusiennes. Donc, en fait, on ne greffe pas le nez. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les bactéries restent présentes dans le nez et peuvent être source d'infection du greffon pulmonaire. D'où l'intérêt, vous voyez bien, chez les enfants, chez les adultes, chez les greffés pulmonaires, d'aller faire de la recherche de bactéries pathogènes dans les voies aériennes supérieures. Alors, avant de passer à la diapositive suivante, enfin, au topo suivant, je voulais vous parler aussi d'aérosol thérapie. Alors, pourquoi vous parler d'aérosol thérapie? Pour la bonne et simple raison que ce n'est pas le même matériel que celui qu'on utilise pour le poumon. Pourquoi? Eh bien, pour la bonne et simple raison que cette suspension de molécules doit avoir un diamètre bien particulier pour s'arrêter dans certaines voies respiratoires. Si les particules sont trop fines, elles vont partir, vous voyez, dans l'alvéole, dans la trachée, mais pour qu'elles arrivent dans le nez, il faut qu'elles aient un diamètre beaucoup plus important.
Du coup, ce tableau rappelle combien il est important qu'il y ait des grosses molécules pour que ça s'arrête dans le nez, alors que dans la bronche, le diamètre doit être plus petit et encore plus petit quand on veut aller dans l'alvéole. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Ben, on utilise un nébuliseur pneumatique parce qu'il n'y a pas de version nasale de l'ultrasonique ou du nébuliseur Atami. Et on va y ajouter un son. Le son est induit dans la machine. C'est à une fréquence optimale à 100 Hz qui va permettre que les molécules s'impactent les unes aux autres pour former des molécules plus grosses qui s'arrêtent dans les cavités sinusiennes. Très important, il faut utiliser un embout nasal et non pas un masque. Alors là, c'est un vétérinaire qui faisait des aérosols à son cheval. Mais tout ça pour dire que c'est important parce que ça va optimiser le dépôt dans les cavités sinusiennes. Et le défaut du masque, c'est que ça peut envoyer les molécules vers les yeux, ce qui n'est pas idéal pour le patient. Alors, l'antibiothérapie qu'on utilise, c'est les antibiotiques que vous utilisez à visée pulmonaire pour diminuer le portage bactérien de Pseudomonas aeruginosa. Moi, j'ai une préférence pour la colimicine parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins de développement de résistance aux antibiotiques quand on utilise la colimicine nébulisable par rapport à la tobramycine et elle est très bien tolérée. Maintenant, on peut discuter de ce que vous utilisez si vous utilisez de l'aérosol thérapie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette aérosol thérapie va durer plus longtemps que l'aérosol à visée pulmonaire puisqu'il faut 10 minutes matin et soir. Et cette fréquence est importante à faire régulièrement, tous les jours, et la durée va être variable en fonction du portage du patient. Pour exemple, moi, quand j'introduis un traitement par colimicine chez un patient qui a un pseudomonas, je vais le revoir à 1 mois et demi, maximum 2 mois après le début de l'aérosol thérapie pour voir si la quantité de bactéries diminue dans les cavités sinusiennes. Et quand je peux, je le fais tous les mois. Ce qui est sûr, et je vais laisser... ce qui est sûr, je vais revenir en arrière. Ce qui est sûr, c'est que l'aérosol thérapie sera beaucoup plus efficace quand le patient a été opéré. Parce que quand vous avez vu les scanners avec plein de cavités fermées, il s'agit du même patient, celui-là avant intervention, puis là, on a ouvert son sinus maxillaire et nettoyé. On voit bien que l'aérosol va pénétrer dans une cavité bien plus large, donc avoir une efficacité bien meilleure. Je vous remercie pour votre attention.